Vous le savez, on traite plus que de MU, on traite aussi de Première Ligue en général, on l'a annoncé l'année dernière. Et vraiment, j'invite les supporters de Manchester United, qui sont nombreux à nous suivre, puisque on reste des supporters de Manchester United, à s'intéresser à autre chose, parce que là, le mercato, ce qu'on nous annonce pour la saison prochaine, franchement, vous allez avoir besoin un peu de vous évader, j'ai l'impression. Donc voilà, ouvrez un peu vos horizons vers d'autres clubs, vers d'autres informations aussi. Et c'est pour ça que j'ai proposé à un ami de venir nous parler de Chelsea, parce que j'ai regardé la Coupe du Monde des clubs, et en fait, c'est passé quelque chose que j'attendais pas. Ils ont gagné. Chelsea a gagné la Coupe du Monde des clubs, et quelque chose que j'attendais encore moins, avec la manière. Donc voilà, Alors cette vidéo, c'est pas un débrief de la Coupe du Monde des clubs, c'est pas non plus une preview de la saison de Chelsea. C'est un truc qui va se mettre un petit peu entre les deux. C'est un état des lieux du projet que Boehly a lancé il y a maintenant 3 ans, puis il arrive en 2022. Et donc, on va le faire avec David de French PL, que vous connaissez sûrement puisqu'il est là souvent sur la chaîne. Salut, comment ça va? Merci d'être venu. Je suis là souvent et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup de l'invite. En effet, accrochez-vous, les gars. On est parti, installez-vous tranquillement là pour un petit moment. On va dire, ok, Bluco, là, on en est où? Est-ce qu'on s'emballe ou pas? Exactement. Alors bon, vous connaissez, vous pouvez vous abonner, évidemment, s'il vous plaît. Vous pouvez liker, ça nous aide aussi pour le référencement. Et puis, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous pensez du projet de Chelsea, du projet Boehly. On envoie le jingle et c'est parti, hein. Alors, on va vous rappeler rapidement. Donc, 2022, il s'est passé des choses sur la scène géopolitique, et donc Abramovich est obligé de vendre le club. Ted Boehly arrive et lance un projet qui ressemble pas forcément à ce que Abramovich faisait. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il met en place, David? Rapidement, pour mettre un peu de contexte, qu'est-ce que Boehly met en place quand il arrive? Quelle est la philosophie du club avec lui? C'est un total reboot, hein. Quand Boehly arrive, d'ailleurs, il vient sans board, sans direction sportive. Il y a vraiment que Boehly, quoi. Il arrive, il y a des investisseurs, mais au niveau sportif, quand il prend le club en main, il n'y a pas encore de direction sportive qui est faite. Donc ça arrive au fur et à mesure. Les mois qui vont suivre leur achat, on va avoir l'arrivée de tout ce qui est Winstanley, Stewart, même Vivell qui va passer quelques mois chez nous et repartir. Mais donc, ça se met en place progressivement. Le premier mercato, c'est Boehly qui le gère tout seul, avec l'avenue d'un Cucurella, d'un Sterling, etc. Donc, c'était assez mouvementé dès le début et la vision du projet n'était pas encore claire à ce moment-là. Dès que les directeurs sportifs arrivent, là, au fur et à mesure, on commence à voir le projet. Dès le mercato d'hiver, on a du Mudryk, du Badiachil, on a du Madueke qui arrive. Donc, on se dit, OK, déjà, ça rajeunit l'effectif, et c'était un besoin, parce qu'il y avait beaucoup de vieux, entre guillemets, tout ce qui est Kovacic, Kanté, Jorginho, tout ça, ça va être renouvelé. Et au fur et à mesure du projet, on commence à comprendre qu'en effet, on est dans un projet de trading, beaucoup d'achats, beaucoup de dépenses, beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de gros potentiel. Et de toute façon, publiquement, le board commence à le dire aussi. Voilà, on est sur un projet où on veut ramener tous les plus gros talents du monde. Au début, on ne savait pas dans quelle proportion. On se dit, OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK. Là, tu viens de signer 3 joueurs au même poste. Est-ce que c'est cohérent par rapport à ça? OK. Donc là, tu commences à comprendre que c'est vraiment un truc de trading où on veut pas que nourrir l'équipe première, mais aussi avoir beaucoup de joueurs, beaucoup d'assets, on va dire, pour parler comme ça. Et au fur et à mesure, là, on est dans la 3e année. Ce projet a été beaucoup décrié parce que forcément, beaucoup de jeunes joueurs, jeunes coachs aussi que tu as pris l'année dernière, Maresca. Donc, beaucoup de jeunesse, beaucoup de fraîcheur. Donc, beaucoup de critiques aussi parce que tu es dans un environnement très compétitif avec la PL. Donc, est-ce que tu as vraiment le temps de venir comme ça jouer, à développer des joueurs et développer même un coach? Et finalement, cette saison a été hyper importante dans ce projet-là parce que elle a, on va le dire, pour l'instant, donné un peu plus raison au board dans ce qu'ils font, même s'il y a des nuances à apporter, évidemment. Ok, mais du coup, moi, l'année dernière, on t'a invité à parler de Chelsea sur la chaîne. On faisait
le Premier League Tour. Et du coup, moi, il y a un truc qui m'avait un peu fait changer, parce que moi, j'ai toujours été un défenseur du projet de Chelsea. Je me suis dit, si tu veux lancer un cycle, tu prends des jeunes, tu les laisses grandir ensemble, et après, bah, tu as une équipe qui peut être compétitive sur le long terme. Donc moi, je les ai beaucoup défendus au début face à la fanbase de Manchester United qui nous disait ouais, mais vous voulez je sais pas combien de joueurs, on n'est pas de Chelsea, etc. Machin. Mhm. Moi, il y a eu un truc l'année dernière qui m'a fait douter, c'est le départ de Conor Gallagher, où je Mhm. me suis dit ok, c'est autre chose en fait, puisque bah, c'était votre meilleur joueur sur l'année d'avant. Avec Palmer, ouais. Avec Palmer, évidemment. Et du coup, je me suis dit, ah, peut-être que il y a vraiment trop l'aspect financier. Il se trouve que au moment où j'ai le plus douté, c'est le moment où ça a commencé à, comme tu dis, donner raison à Boehly, puisque cette saison, Chelsea fait quatrième dans une première ligue qui est quand même assez compétitive. On a fait 15e, on en sait quelque chose. Mais même au-delà de ça, le top 6, 8 était très disputé jusqu'à la fin. Donc, c'est pas n'importe quelle première ligue où vous faites quatrième. C'est pas une quatrième place facile. Et puis, comme je le disais en introduction, cette Coupe du Monde des clubs, gagner contre un Paris Saint-Germain impressionnant jusque-là, Dominant, favori, qui etc. faisait peur à tout le monde, et où moi j'avais fait un tweet, j'avais dit force à vous, machin. Vraiment, je, je pensais pas que la finale serait maîtrisée à ce point-là. Et par exemple, moi, j'ai l'image de Kukurea, tu vois. Je trouve qu'il incarne ce projet. C'est-à-dire qu'il arrive de Brighton, c'est difficile, on se Mhm. moque de vous. Et là, il fait une saison exceptionnelle et une Coupe du Monde des clubs encore plus exceptionnelle, tu vois. Et on a cette impression-là de monter en puissance. Je parle de l'effectif parce qu'après, on parlera du coach, puisque pour moi, c'est quand même à part. On a cette impression de monter en puissance de Chelsea. Est-ce que pour toi, c'est le signe d'une maturation du projet ou est-ce que c'est bah, autre chose, un coup de chance enfin voilà. Toi, tu le vois comment cette montée en puissance là dans la saison et dans les saisons même. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu as dit par rapport à Cucurella parce que, pour répondre à ta question, je pense que le projet, il a de la chance de s'appuyer sur des fondations très solides qui pourraient encore être améliorées parce qu'on connaît, la colonne vertébrale, ça part aussi toujours d'un gardien, voilà, et cetera. Et dans défense centrale, bon, même si ça commence à être intéressant, voilà. Mais on a quand même des fondations hyper, fortes, notamment Cucurella, comme tu l'as dit, qui représente bien le projet. Il arrive dans une saison vraiment catastrophique et lui, ça fait 2 ans qu'il est juste somptueux. Il y a Enzo aussi qui arrive, il rejoint, il force son départ du Benfica pour rejoindre une équipe qui n'était pas top 10 de Première Ligue. Donc lui aussi, il a cru au projet. On a ensuite l'été d'après un Caicedo qui refuse Liverpool, qui était en Ligue des Champions pour rejoindre une équipe qui jouait la Conference League. Enfin, on a vraiment des joueurs qui sont forts en termes de talent, qui sont investis dans le projet, qui portent ce projet. Palmer aussi, qui quitte la meilleure équipe du monde, littéralement, pour nous rejoindre. Donc voilà, on a vraiment des fondations très très fortes. Et cette saison, on prend notre envol. On s'appuie notamment sur ces fondations-là pour construire un projet sportif qui grandit. On a démarré la saison tambour battant. Par contre, là où il y a des nuances, forcément, c'est que vu qu'on a un très jeune coach, lui aussi, il a appris au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que on était très fort au début de saison, mais il a beaucoup appris. On a quand même été nul pendant 4 mois cette saison. Pendant 4 mois, on a été nul en PL. C'est long, 4 mois dans une saison pour être sous-performant, mais on s'appuyait sur beaucoup de points engrangés en début de saison et une fin de saison plutôt canon aussi, une toute fin de saison plutôt canon. Donc le coach, en fait, j'ai l'impression que le projet, il va beaucoup reposer sur le coach, dans le sens où on espère que cette saison-là qu'il a accomplie, il va prendre le meilleur et il va laisser le moins bien. C'est vraiment ça où on s'interroge. Ben, du coup, c'est un peu tout le sens de ce projet-là, c'est-à-dire d'acheter beaucoup de joueurs, comme ça il restera les meilleurs. Et du coup, ça pousse certains, peut-être Cucurella, tu vois, parce que Enzo et Caicedo, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'eux, ils ont été très performants dès le début. Ils n'ont pas eu le même temps de latence que par exemple Cucurella. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui est plutôt
stimulant pour les autres joueurs, c'est-à-dire il y a de la concurrence. Ils savent que bah, s'ils sont pas bons, voilà. Il y a un joueur qui a été mis un peu dans un... Je te coupe juste avant que tu Vas-y, reprennes. vas-y. D'ailleurs, un des joueurs qui a refusé la concurrence, comme Madueke, lui a été écarté. Tu vois, lui, il commençait un peu à redouter l'arrivée de Estevao, Kwenda, etc. Et ça a été écarté. Tu Voilà. Et du coup, voilà. Et il y en a un qui a été mis dans un fauteuil un peu cette saison, puisque c'était le seul. C'est Nicolas Jackson, puisqu'il n'y avait pas vraiment de buteur. Là, arrivé de Pedro, on voit la différence aussi vois. sur la Coupe du Monde d'avoir un buteur qui bute, quoi, tu vois, enfin, concrètement. Et c'est aussi un peu la force de votre projet, c'est-à-dire que bah, plus tu as de certitude, plus tu peux aller te concentrer sur d'autres secteurs du jeu où tu vas te permettre, bah, tu vois, par exemple, là, tu peux aller chercher un buteur et quand ça marche, eh ben, ça change à chaque fois ton équipe. En fait, tu as une colonne vertébrale, comme tu disais, qui est tellement intéressante que dès que tu rajoutes du bien, ben, ça te fait prendre tout de suite beaucoup d'avance sur tes ambitions, quoi. Hein, après, il y a le club qui communique assez bizarrement sur nos ambitions d'ailleurs. Moi, je pense que de toute façon, quand tu es Chelsea, peu importe le projet ou je sais pas quoi, tu dois le minimum, c'est d'être top 4 tous les ans et de prendre au moins un trophée. Ça, c'est le minimum. Et des fois, dans la communication, c'est pas toujours comme ça. Mais là, maintenant, vu que tu es champion du monde, tu es forcé aussi avant d'assumer un statut. Tu peux plus arriver et dire, oh, on va se contenter de. Tu as fini quatrième, tu dois progresser. Donc maintenant, c'est top 3 l'année prochaine. C'est obligé, en fait. Tu dois progresser. Et c'est minimum quart de finale de LDC selon l'opposition. Donc le projet grandit. Le projet grandit. Après, la façon dont l'effectif s'est construit, nous, en tant que fans, on a toujours eu du mal, dans le sens où nous, forcément, en tant que fans, on a un œil prioritaire sur le sportif, mais ce board-là a un œil prioritaire sur le financier, qu'on le veuille ou non. Et là où ils ont été forts, entre guillemets, où ça concilie nos attentes et les leurs, c'est qu'ils ont réussi à construire cet effectif-là qui aujourd'hui est championne du monde et compétitive, tout en restant strict sur leur grille salariale. Aujourd'hui, la politique de recrutement de Chelsea, le critère numéro un, c'est le salaire. C'est ouf, dit comme ça, mais c'est le salaire. Et aujourd'hui, tu as réussi à construire une équipe avec plein de talents et à part les erreurs qui ont été faites au tout début quand Boily était seul, tu n'as pas recruté de joueurs avec des gros salaires. Hein. Tu as négocié fort avec Sancho pour un salaire autour de 200K semaine, ça ne l'a pas fait. Au revoir. On ne va pas prendre des Rodrigo, on ne va pas prendre des Osimhen, des trucs, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, tu ne prends pas Osimhen, tu prends Joao Pedro. Le salaire est peut-être 4 fois, 5 fois plus petit pour Joao Pedro, tu vois. Et ça fonctionne. Donc, eux, leur but, c'est de construire cet effectif-là avec une grille salariale petite qui, par contre, on l'a vu, hein, va donner lieu à des augmentations au fur et à mesure. Donc, il y aura aussi de la méritocratie. OK, tu délivres sur le terrain, on va aussi t'augmenter. Mais pour ça, il faut aussi cette marche, démarrer de plus bas. Donc, voilà. Et c'est là où on sera peut-être jamais d'accord, parce que nous, on veut du Maignan, on veut du Rodrigo. Voilà, et voilà. Mais ça, c'est des gros salaires. Pas Maignan, pas Maignan, parce que Maignan en Serie A, ils ont des petits salaires. Mais voilà. Ils ont pris Gittens, c'est pas Rodrigo, mais qu'est-ce que ça va donner? Peut-être qu'eux, ils auront raison et que Gittens va être un potentiel qui va exploser. Ok. Et du coup, alors là, le projet, il est incarné alors, par Boeli, on l'a dit en premier lieu, et deuxièmement par le coach, tu l'as dit, il y a l'importance du coach. Maresca, comment tu le vois dans ce projet? Tu as été très critique. Moi, j'ai rejoint tes critiques. Euh, est-ce que toi, tu le vois différemment aujourd'hui? Parce que, faut le dire, ok, c'est un match, mais c'est pas n'importe quel match, le match contre le PSG, et il est pour lui. Enfin, il l'a abordé de la meilleure des manières, il l'a abordé de la seule manière qui pouvait marcher aussi bien, je pense. C'est clair, c'est clair. Et est-ce que pour toi, ça veut dire, comme tu as dit, qu'il a grandi? Est-ce que ça veut dire qu'il lui manquait certaines choses pour porter à bien son système de jeu? Ou, ou est-ce que c'était euh, le bonhomme au bon moment pour ce match-là, mais ça ne veut pas forcément dire quelque chose de la suite pour toi? Maresca, sur Tu ce vois, dernier. je prends juste un exemple pour être plus. Nous, on avait Soldier. Tu savais que si tu jouais contre une grosse équipe, Soldier, c'était l'homme parce que transition, etc., c'était bien contre une grosse équipe. Et sur une saison entière où tu allais jouer en contre, et ben, quand tu allais jouer contre des équipes regroupées derrière, c'était compliqué. Est-ce que c'est un peu ça, Maresca, avec Paris? Ou est-ce que tu vois plus loin avec lui, là, maintenant? Je dirais que Maresca, il a le potentiel pour s'adapter. C'est-à-dire que justement, il a l'air quand même d'être un coach de championnat, dans le sens où
comme les Pep, etc., c'est des coachs qui savent s'adapter. Même un Slot, il s'est adapté aussi durant la saison, etc. Il a fait des petits tweaks tactiques. Donc, il a l'air d'être un coach de championnat, dans le sens où il arrive à s'adapter à chaque adversaire, et c'est comme ça que tu gagnes des points avec tes champions sur une saison entière. Là où les coachs qui n'ont qu'un seul plan, bon, c'est plus des équipes de tournoi, tu vois, ok. Bon, là, même si on a gagné 2 tournois, comme la Conference League et la Coupe du Monde des clubs, il a montré un potentiel à pouvoir s'adapter. Maintenant, je reconnais sa qualité de tacticien. Ça, je pense que c'est indéniable, il nous l'a démontré. Mais pour l'instant, pour moi, c'est trop peu pour que je lui fasse confiance encore. C'est-à-dire que ma confiance, elle n'a pas encore été gagnée. Comment dire, mon respect, peut-être. Ouais, peut-être qu'il a gagné mon respect avec la Coupe du Monde des clubs et ce match contre Paris. Mais respect n'est pas confiance. Respect n'est pas confiance. C'est-à-dire qu'il a quand même montré des choses. Par exemple, le temps de jeu qu'a eu André Santos durant cette Coupe du Monde des clubs, pour moi, ce n'est pas normal. Alors oui, je ne suis pas à l'entraînement. Peut-être qu'en effet, il a vraiment eu besoin d'une adaptation tactique au fur et à mesure. Et si cette saison lui fait confiance, bah, j'oublierai, tu vois. Mais il y a quand même certaines choses où j'ai pas confiance, où j'espère que durant la saison, il va faire des choses qui vont être cohérentes et qui vont nous permettre de mettre tous les joueurs de l'effectif dans les meilleures dispositions. Donc, respect, ok, mais confiance, pas encore. Après, par exemple, André Santos, est-ce que, parce qu'on a parlé de Boeli en tant que quelqu'un qui s'implique beaucoup, est-ce qu'il ne s'implique pas trop? Est-ce que ce n'est pas lui qui voulait le rapatrier et Maresca n'est pas trop d'accord? C'est quelque chose qu'on a déjà vu à Chelsea, ça, hein, les interférences entre président et enfin président Ouais, direction proprio et... enfin voilà, entre la direction et le coach. Mm. Est-ce que ça a l'air d'être ça aussi? Est-ce que pas forcément André Santos, mais ça pourrait? Ou est-ce que ils arrivent quand même bien à travailler ensemble et Maresca est quand même assez libre? Alors, il y a malheureusement, dans mon club, il y a de la politique et ça me saoule. Quand j'ai de la politique, c'est-à-dire qu'il y a «Ouais, mais il y a ce joueur-là, tu le fais moins jouer parce que lui, en fait, faut qu'on le vende lui, il faut qu'on tire du profit de lui et lui, tu le feras peut-être plus jouer, même s'il est nul, faut qu'on le mette en avant, nin nin». Quand je dis ça, je pense à des Badiachil, par exemple, tu vois? Donc il y a clairement de la politique dans mon club et ça, c'est un truc qui, pour moi, est totalement négatif. Il y a des clubs qui fonctionnent très, très bien, il y a pas de politique, le coach, il fait ce qu'il veut. Je veux dire, Arteta, le board lui dit il fait ce qu'il veut, Arteta. Il fait jouer les joueurs, il fait ce qu'il veut. Pep aussi, etc. C'est les 2 équipes qui sont top 3 depuis des années maintenant. Même à Liverpool, tu n'as pas ce truc de politique. Nous, on a de la politique dans notre club encore. Donc ça c'est vraiment relou. Et quand tu es dans un club qui marche au trading, il y en aura toujours un peu. Et ça, c'est hyper relou. Parce qu'il y a des gens que tu dois mettre en avant, d'autres non, etc. Donc ça, c'est chiant. Donc ça, c'est très chiant. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, on enchaîne, t'inquiète, si tu reviens, tu me dis, on Ouais. revient dessus. Pour revenir à ce côté politique et même pour finir dessus, n'empêche que quand tu es un club qui a pris beaucoup de retard sur les autres, parce que tu as actuellement, là, moi je te dis, Liverpool, je vois leur mercato, ça me fait peur. Je me dis, on va pas les rattraper avant 10 ans, tu vois. Tu vois City où ils en sont, même si ça commence à faire un peu moins peur et tout ça, parce que commence à se rater sur quelques joueurs, on a quand même, je parle de Manchester United, on a quand même des années-lumière d'écart d'eux, tu vois. Arsenal, on sait qu'on n'y est pas encore, tu vois. Chelsea, on commence à se le dire aussi, tu vois. Mais justement, est-ce que tu n'es pas obligé de faire ça avec le PSR, avec les nouvelles règles, etc. Est-ce que tu n'es pas obligé d'avoir de la politique? Parce que nous, par exemple, on décide de s'y contenter. Ok, bah très bien, on a un joueur. On a recruté un seul joueur. Tu Mm. vois? Donc, il n'y a pas de politique, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'on n'a pas de marge de manœuvre aussi sur le mercato. La situation financière de United est totalement différente dans le sens où nous, après le rachat, on a eu table rase de nos dettes, ce qui a tout changé pour nous Ouais. finalement. Et vu les moyens qu'on a, en vérité, Chelsea peut faire la politique sportive qu'elle veut. C'est-à-dire, si on veut. En fait, tu vois, prendre 10 joueurs à petit salaire et avec des petites indemnités de transfert, ça équivaut à prendre 2 gros joueurs avec 2 grosses indemnités et 2 gros salaires. Donc en fait, c'est une question de choix. Et avec les moyens qu'a Chelsea, ils peuvent faire la politique sportive qu'ils veulent. Maintenant, ils ont choisi la politique sportive qui, forcément, va aussi générer beaucoup d'argent. Parce que quand tu prends 2 gros joueurs, tu les gardes le plus longtemps possible dans ton club et tu vas pas forcément les revendre. Par contre, quand tu prends 10 joueurs, tu en as 3 que tu incorpores dans l'équipe A, 5 que tu vends avec du profit et 3 qui vont pas marché, tu fais quand même de l'argent. Ouais. Tu fais quand même de l'argent. Ok. Donc, la politique sportive est totalement différente. C'est pas de Ah, la nécessité, c'est une vision. c'est exactement ça. C'est la vision de rentabilité à long terme de ce board-là. Ok, d'accord. Très bien. Et du coup, toi, maintenant,
euh, tu vois Chelsea où par rapport à où il devrait être, c'est-à-dire champion. Enfin, clairement, Chelsea, c'est une équipe qui a vocation à gagner avec des champions, à gagner le championnat, à tout gagner, comme plein d'autres équipes. Hein. Je ne dis pas que spécialement Chelsea, mais c'est des clubs qui sont taillés pour ça maintenant. Mhm. Euh, Toi, tu vous vois où par rapport à cette ambition-là? Bah, je séparerais bizarrement l'ambition des joueurs et du reste. C'est-à-dire que les joueurs, c'est des winners. Enzo Fernandez, il a tout gagné. Il a dalle de trophées. Caicedo, Cucurella, Colwill, Palmer. C'est des mecs, ils ont la dalle de trophées. Donc moi, je compte sur eux pour nous porter. Et le board, j'ai l'impression qu'ils sont, et le coach, ils sont beaucoup plus, ils tempèrent beaucoup plus. Mais je sais qu'il y a des joueurs derrière qui ont faim, qui veulent. Aujourd'hui, cette Coupe du Monde des clubs, elle donne du jus. Et c'est en gagnant des trophées que tu instaures une culture de la gagne. Hein, c'est en mangeant que l'appétit vient, comme on dit. Donc, si tu ne gagnais pas de trophées, tu aurais cette culture un peu de la loose qui s'installe, un peu comme Arsenal, sans vouloir les clasher. Mais quand tu ne gagnes pas de trophées, tu as un peu cette culture de la loose qui s'installe. Quand tu en gagnes, par contre, tu construis sur ça. Tu construis sur ça. Là, tu es champion du monde. Tu n'as pas envie d'arriver ta saison blanche. C'est pas possible. Donc, est-ce que moi, personnellement, je m'attends à ce qu'on gagne des trophées la saison prochaine? J'en veux au moins un. Je veux une coupe nationale. Je ne m'attends pas à ce qu'on gagne la PL ou la LDC encore. Je veux qu'on donne tout et que si on va au bout, eh ben on va au bout. De toute façon, à partir du moment où tu arrives en finale d'une compétition, la finale, c'est pour la gagner. Donc, je m'attends à ce qu'on gagne au moins un trophée, peu importe lequel. Et en première ligue, je veux du progrès. On a fait 12, on a fait 6, on a fait 4. C'est top 3. Donc, pour toi, vous n'êtes pas forcément encore, je vais prendre les chapeaux, une équipe de chapeau 1, c'est-à-dire une équipe qui est favorite dans toutes les compétitions qu'elle va faire, comme Paris est rentré cette saison, où il y a le Real Madrid, où il y a City, où il y a le Barça aussi, Ouais. où Pour on moi, c'est pourrait cette les saison qui va mettre. dire. C'est cette saison qui va dire. Parce que le coach, tu vois, les coachs qui font une première bonne année, il y en a eu plein. Des coachs qui ont confirmé en année 2, il y en a eu peu. Ouais. Donc, cette année va dire si on est une équipe, ou si on est une top type européenne, ou si on est encore un contender. C'est cette année qui va dire. Parce que, mine de rien, le top 3 en PL aussi, il a de l'avance, comme on l'a dit. Toi et moi, on le sait. Euh, Liverpool, Arsenal, City, c'est des équipes qui ont de l'avance. Okay, parce que le projet, il est cohérent. Ils ont des coachs d'expérience qui ont la confiance de leur board. L'effectif est qualitatif et profond. Ils ont de l'avance. Maintenant, j'ai l'impression quand même qu'on va dans le bon sens par rapport à ce top 3-là. Ok, donc pour toi, c'est très dépendant du coach et de son travail, du coup, plus que de l'avancement du projet, comme j'ai parlé beaucoup de L'effectif, il a de projets. qualité. L'effectif, il a de la qualité à mort. À mort. Ok, il arrive à maturité aussi. Enfin, les joueurs sont prêts. Ouais. Enzo, Caicedo, tous ces joueurs sont prêts, Même sont Palmer. arrivés à maturité. Donc, cette saison, du coup, pour toi, Maresca, tu disais que tu n'as pas confiance, tu as respect, mais pas confiance. Euh, pour toi, Maresca, c'est comment cette saison, comment tu vas le juger? C'est-à-dire, faut qu'il gagne absolument un trophée, n'importe lequel. Tu veux que ce soit accompagné d'un top 3 Première Ligue. Si tu as un trophée, mais pas le top 3, mais un top 4, 5, ça va encore. Mais enfin, tu vas le juger comment, toi, là? Ben, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, je pense que vous l'avez très bien capté. Je suis quelqu'un qui juge le contenu et pas le résultat. Le résultat, il est toujours bon à prendre, mais moi, je suis beaucoup plus sur le contenu, clairement. Donc, on félicite notamment Maresca d'avoir eu top 4 et 2 trophées lors de sa première année. C'est un bilan comptable excellent. Dans la manière, moi, je reste dubitatif. C'est-à-dire que moi, cette saison, je vais toujours juger un coach sur le contenu. Mhm. Toute la saison, les fans de Chelsea le savent, on n'a pas pris de plaisir à regarder les matchs. On a pris du plaisir là, que ça fait que depuis quelques semaines qu'on prend du plaisir à regarder notre équipe. Et ça, moi, j'aime pas. Moi, je veux prendre du plaisir. Même si tu gagnes pas, hein, tu as la manière. Moi, c'est déjà beaucoup. Parce que si tu as la manière, à force, les résultats vont arriver. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Plutôt Ouais, que je suis d'accord. d'être un peu bancal dans la manière et prier pour que le résultat arrive. Tu vois, donc la manière va être pour moi le plus important. Et quand je dis manière, je veux dire ne même plus Reece James au milieu de terrain, même si la finale, il a été au milieu de terrain contre le PSG, on a eu moins de 40% de possession. Dans les matchs où tu as 60% de possession, Reece James au milieu, je trouve qu'on a beaucoup mieux à mettre. Donc ça va être ça notamment. Ça va être, est-ce que tu vas toujours mettre Palmer à gauche du terrain alors qu'il est 100 fois meilleur à droite du terrain? C'est des choses comme ça. Est-ce que tu vas enfin, même Gusto, il a tué Gusto toute la saison
Et là, tu vois la finale de ouf qu'il a fait, bah, il est dans son couloir droit, là où tu l'as pas mis toute la Mm. saison. Donc, c'est ces choses-là. Tu vois, est-ce qu'il va comprendre mieux son effectif? C'est surtout ça, sur ça que je vais le juger. Ok. Moi, j'ai fini avec mes questions. Je trouve ça très complet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais aborder? Non, juste dans les commentaires, franchement, n'hésitez pas à donner vos avis, à interagir avec nous parce que c'est un sujet qui est. Je sais que tous les fans de Chelsea n'ont pas le même avis que moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se contentent des résultats, etc. Donc, il n'y a pas de souci, on peut en discuter en commentaire. On sera ouvert à répondre, etc. Donc, sans souci. Le projet de Chelsea, même d'un avis extérieur, est ultra intéressant. Qu'en pensent les fans de United, par exemple? Vous avez un projet quand même qui est assez différent. Est-ce que vous échangeriez notre projet contre le vôtre actuellement? Par exemple. Donc voilà, tout le monde a un avis, je pense, à donner sur le projet de Chelsea. Et donc, on veut les entendre. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, David, d'avoir été là. Franchement, c'était un plaisir, comme d'habitude. Nous, on va se retrouver très vite. Hein. Pourquoi pas parler d'autres clubs? On va parler d'autres clubs, du coup. Il y a des suites à mort, hein. Franchement, Liverpool, Arsenal, Tottenham, faut en parler. Il y a de quoi faire là cette saison. Il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, on parlera peut-être de Liverpool et du fait que notre ennemi juré est en passe de devenir quelque chose aussi. Enfin, sur le mercato, parce que des mercatos qui prennent pas alors qu'ils étaient monstrueux, on en a déjà vu aussi. Mais bon, Mais là, on pourrait c'est. parler de ça. Ouais, Ils j'y sont crois forts. moyen aussi. Laisse-moi espérer. Si mon club me procure pas de plaisir et que le hate watch ne marche pas non plus, il me reste quoi du coup? C'est clair. C'est clair. On a appel, on se régale, les gars, les fans de PL. J'espère que Ouais, vous kiffez, que vous allez suivre nos deux chaînes toute la saison. Il y aura beaucoup de choses à voir. exactement. Je vous rappelle, ceux qui sont pas faits, pour les rares, pour qui c'est pas fait, d'aller voir la chaîne de David, French PL. Bien sûr, on va mettre le lien en description et d'aller vous abonner. Ceux pour qui c'est pas fait ici, bah, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez aussi? Vous avez regardé là quoi, 27 minutes de la vidéo, c'est que vous avez kiffé, donc abonnez-vous. Et on se retrouve très vite. Allez, à bientôt. Merci. Ciao. Ciao.